Ce que tu décides de ne pas faire est tout aussi important que ce que tu décides de faire. Agnès Chauvigny est DRH de Figures. Figures, c'est une application qui défend plus de transparence dans la rémunération en entreprise. L'objectif, que vous partagiez vos grilles de salaire. Ça peut se faire en interne et en externe aussi. Et même, vous pouvez aller jusqu'à partager l'ensemble de vos salaires. Agnès nous raconte comment ça se passe chez Figures et pourquoi une telle mesure exige une organisation solide. Chez Figures, de la bienveillance, ça c'est certain, la communication et avec elle, la forte place donnée au feedback. Bref, pour Agnès, c'est une révolution. Et pour vous ? Je suis Grace Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et qui transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Agnès et bienvenue dans Culture d'entreprise. Bonjour Grace, merci de me recevoir. Tu es RH chez Figures. Donc Figures, c'est une entreprise qui propose une application de rémunération en temps réel pour une politique salariale juste. Ça, c'est ce qui est écrit sur le LinkedIn de l'entreprise. Tout à fait. Que vous l'avez écrit ailleurs aussi. À plein d'endroits. Ouais. C'est un peu votre raison d'être, ça, ou pas ? C'est un peu notre raison d'être, ouais, d'aider au maximum les entreprises à prendre des décisions plus justes dans tous les domaines de la rémunération, en leur mettant des données et un outil à disposition. Justement, on va en parler. On va parler de cet outil. On va parler de votre culture d'entreprise. Mais d'abord, donc, on va parler de la question de la transparence de la rémunération. Je voyais sur LinkedIn, justement, que Figures vient juste de signer une tribune avec d'autres entreprises comme Shine et Alan. Alan qu'on a interviewé dans un précédent épisode. Et Shine qu'on va interviewer bientôt. Magnifique. Voilà. Et qu'ensemble, vous défendez la transparence des salaires. Alors, pour commencer cette discussion, je voulais d'abord savoir si tu pouvais nous faire un petit point sur la législation à ce sujet-là. Tout à fait. Du coup, c'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Dans le premier trimestre de l'année dernière, il y a une directive européenne qui a été signée pour légiférer dans le domaine de la rémunération et donc pousser vers la transparence. Cette directive, elle doit être appliquée dans tous les pays européens dans les 3 années qui suivent. Donc ça va arriver vite. Et en gros, l'idée, c'est vraiment d'essayer de cadrer un maximum. D'un côté, la transparence que l'entreprise peut donner aux candidats, donc vraiment en amont, en obligeant les entreprises à, par exemple, publier des fourchettes de salaire sur leurs annonces, mais aussi la façon dont elles le traitent en interne. Donc ça va être les informations qu'elles donnent à leurs salariés sur pourquoi ils sont payés ce qu'ils sont payés, comment est-ce qu'ils sont payés par rapport aux autres, et ça va même jusqu'à un peu inverser le rapport de force entre employeurs et employés sur le sujet, puisque a posteriori, les employeurs seront en charge de prouver qu'ils n'ont pas été discriminants, alors qu'avant, c'était à l'employé de prouver qu'il y avait discrimination. Donc, on renverse un peu les choses. D'accord, ok, c'est intéressant. Et justement, est-ce que là-dessus, tu peux nous dire comment ça se passe dans d'autres pays, comme par exemple les États-Unis, qui est souvent un peu en avance par rapport à nous là-dessus ? Ouais, c'est vrai qu'ils ont un peu anticipé ça. Pour eux, la loi a été passée déjà il y a 2 ans, si je ne me trompe pas à peu près. Concrètement, ils ont à peu près le même cadre que nous et ça s'est mis en place assez rapidement. Il y a pas mal d'entreprises qui ont décidé d'anticiper même par rapport aux lois. Ça fonctionne plus ou moins bien, c'est-à-dire qu'on voit des entreprises qui le mettent en place, on voit aussi des entreprises qui jouent un peu avec la loi. Bon, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont en tête des entreprises comme Netflix, pour ne pas les citer, qui ont mis des fourchettes de salaire de 100 ou 200 000 dollars. Donc forcément, ça ne prend pas trop de risques. Mais ça a aussi poussé des salariés à se dire « Ah, ce poste qui est publié dans ma boîte avec une fourchette de salaire qui est bien plus haute que ce que moi je suis payé, comment ça se fait ?» Il y a des gens qui ont poussé le vice jusqu'à démissionner et repostuler. Ah, c'est génial, je ne savais pas ça. C'est hyper intéressant. Ça a entraîné un peu des réactions étranges, mais du coup, ça pousse les gens à prendre le pas. Et pas mal d'entreprises américaines qui ont aussi décidé d'appliquer ça dans tous les pays où ils étaient présents. Donc en fait, on a des entreprises en Europe qui mettent déjà en place ces règles-là. En fait, le but, en tout cas, c'est d'éviter que le sujet de la rémunération soit un tabou. Oui, tout à fait. Un tabou et une frustration, je pense que l'idée, c'est aussi de quelque part rassurer un peu les gens sur le fait qu'ils sont traités de manière équitable et juste, et qu'ils ne soient pas préoccupés par ça, en fait, quoi. Ok, il y a 2 sujets là-dedans. Donc, il y a la fourchette de rémunération et il y a la transparence des salaires. Il y a des entreprises aussi, même en France, qui misent sur cette transparence radicale où on sait au final combien est payé notre voisin, notre patron, ce genre de choses. Quelle est la différence entre les deux et quels sont les freins
qui peuvent empêcher l'un ou limiter l'autre, quoi. Je pense pas que ce soit nécessairement deux choses différentes, c'est un peu deux étapes de la transparence de manière générale. Le fait de connaître les salaires d'absolument tout le monde dans l'entreprise, c'est vraiment la dernière étape de la transparence. Et c'est pas une fin en soi, je pense. Là où l'histoire des grilles de salaire, c'est une étape. C'est d'un côté une étape de structuration de l'entreprise sur les sujets de rémunération et après lié aussi à la transparence. En gros, quand on va structurer sa politique de rémunération, les différentes étapes, ça va déjà être de se poser la question de c'est quoi ma philosophie de rémunération ? Qu'est-ce que je veux faire avec ce sujet-là ? Comment je veux traiter mes employés ? Comment je veux me démarquer de la concurrence, etc. Donc déjà, de formaliser ça, c'est une toute première étape que plein d'entreprises ne font pas malheureusement, mais qui déjà aide un peu à y voir plus clair. Et une fois qu'on a décidé de tout ça, on va décliner ça sur une politique de rémunération plus concrète dans laquelle on va potentiellement définir des grilles de salaire où pour chaque métier, niveau, on va définir une fourchette spécifique de rémunération. Et ces grilles de salaire-là, on va les utiliser ensuite pour les revues de salaire, pour les embauches, etc. Donc ça définit les différentes politiques de rémunération en interne. Et la transparence, finalement, sur tout ça, elle doit s'appliquer pareil par étapes. Donc la première chose, c'est de communiquer sur sa philosophie de rémunération. Ensuite, on peut aussi décider de communiquer sur ses grilles de salaire, mais on peut communiquer uniquement sur la grille de la personne à la personne ou sur la grille de l'équipe à la personne ou sur toutes les grilles à tout le monde. Il y a différents degrés, on va dire, de communication, en interne ou en externe. Et encore une fois, dernière étape, on communique sur les salaires de tout le monde à tout le monde. Mais bon, c'est super difficile d'en arriver là et encore une fois, c'est pas une fin en soi, ça peut créer plus de problèmes et de frustration qu'autre chose, donc ça dépend de la culture de l'entreprise. Ouais, en fait, si je comprends bien, l'objet, c'est surtout de redonner la main, disons, aux collaborateurs, quoi, qui comprennent son salaire. Le côté pédagogique qu'on va mettre autour de la rémunération, il est clé et encore une fois, tout n'est pas forcément bon à savoir, mais il y a un minimum qui pourra, en tout cas, aider à mieux comprendre ce qui se passe, quoi. Du coup, chez Figures, vous mettez en avant donc la transparence des salaires pour qu'ils soient au final plus équitables au sein d'une même entreprise. Donc, c'est des sujets qui ont attrait au genre, à l'ancienneté. Quels sont les gros sujets comme ça qui peuvent être discriminants, disons ? Alors, le genre, effectivement, je pense que c'est un des principaux critères qu'on a tous en tête. Ça peut être le background de la personne, pour les plus juniors, le diplôme. Pour ceux qui ont déjà un peu d'expérience, ça peut aussi simplement être les expériences précédentes, dans le sens où si on sait que la personne était payée tant avant, ça va impacter le salaire après. Ça fait partie d'ailleurs des choses qui sont spécifiées dans la directive de plus demander le salaire précédent à un candidat. Je savais pas, dis donc. Ah oui, purée, parce que ça, mine de rien, c'est une question qui se pose, que moi j'ai toujours eu en entretien et c'est presque systématique de savoir combien t'étais payé avant, comme ça, hop, on cale un petit peu. Et c'est aussi l'occasion parce que ça se fait dans les deux sens, pour le postulant, le candidat, d'essayer de monter aussi son salaire, quoi. Ouais, mais du coup, ça biaise énormément la décision, puisque quelque part, si j'étais sous-payé dans ma boîte d'avant pour X ou Y raison, soit je vais mentir, je vais dire que j'étais payé plus, comme ça je demande un peu plus, soit l'entreprise va se dire ça va, j'étais prête à payer 50K mais la personne est à 40, je vais lui proposer que 45, ça passera très bien. Donc finalement ça crée un biais assez important. Et après oui, dans les différents critères qu'il peut y avoir, encore une fois, il y avait l'école, les expériences, le genre, sincèrement il peut y en avoir à mon avis des dizaines et des dizaines. Des personnes qu'on rencontre en entretien par exemple, le panel de personnes qui font passer les entretiens, ça peut créer des biais, il y a des tonnes de choses, quoi. Est-ce que ce point d'honneur, du coup, que vous faites dans votre raison d'être, finalement, à l'équité, est-ce qu'elle est au cœur de votre culture d'entreprise ? J'espère. Sinon, ce serait dommage quand même. Alors, en tout cas, nous, sur tous les sujets de rémunération en interne, évidemment, on est très transparent. Vous êtes transparence radicale ? Ouais. Ok. Mais pour être honnête, ça n'a pas été simple non plus. C'est-à-dire qu'au tout début, moi je suis arrivée, il y avait une vingtaine de personnes. C'était plus ou moins transparent, c'est-à-dire que c'était transparent si on cherchait l'information, mais c'était pas officiellement transparent. Du coup, on a décidé de vraiment mettre nos informations, nous, sur notre plateforme et accessible à tout le monde, et de dire oui, les infos sont dispo, vous pouvez aller les voir. Et très sincèrement, j'étais un peu stressée le jour où on l'a fait, parce que il y a toujours quand même un peu, même si on est plutôt à l'aise avec nos décisions, il y a toujours un peu cette crainte de on va me poser des questions, est-ce que je suis sûre de pouvoir tout justifier, etc. Donc voilà, nous on est transparents sur tout. Mais encore une fois, en me disant bien, moi quand je parle à des clients, à des prospects ou à d'autres RH, de dire
c'est pas une fin en soi, quoi. Vraiment, il y a plein d'autres étapes et plein de façons de faire. Et après, de manière générale, on essaye d'être quand même assez transparent sur un peu toutes les décisions qu'on peut prendre. Virgile, notre CEO, fait souvent des retours sur les meetings qu'il peut avoir avec le board, sur les décisions stratégiques qui sont prises. Il y a évidemment, encore une fois, toujours des choses, on ne peut pas tout dire à tout le monde tout le temps, mais on essaye au maximum de communiquer sur ce qui se passe de manière générale, quoi. Pour revenir brièvement sur ce que tu disais, là, aujourd'hui, je vais sur votre site internet, je pourrais tout à fait retrouver ton salaire. Alors non, on est en interne, on est 100% transparent en interne. Oui, parce que quand même... en fait, quelque part, personnellement, je vois pas forcément l'intérêt de publier en externe. On est transparent, par contre, quand on voit des candidats sur les fourchettes qui sont sur nos offres, c'est nos grilles de salaire. Ça, il n'y a aucun souci, pas sur les salaires individuels. Ok, non, en fait, c'est hyper intéressant cette question-là parce qu'au final, c'est pareil dans notre quotidien, nos cercles d'amis, le sujet du salaire est toujours un sujet un peu, je sais pas s'il est tabou, mais bon, il y a certaines personnes avec qui on peut en parler et d'autres avec qui on en parle moins. C'est vrai. Donc c'est vrai que rien que le rendre transparent, en tout cas briser le tabou en entreprise, c'est mine de rien, peut-être que ça fera aussi changer la société derrière. C'est intéressant. C'est possible, c'est tout à fait possible. Vous avez 4 valeurs. Oui. Alors 4 valeurs en anglais. Oui. Parce que tu disais vous étiez 20, maintenant vous êtes plus du tout 20, vous êtes bien plus. On est 35 aujourd'hui. Ouais, et vous êtes à l'international. Et c'est ça, voilà. L'anglais est notre langue principale, donc nos valeurs sont en anglais. Et j'aurais peut-être du mal à les traduire. Mais oui, aujourd'hui, du coup, nos valeurs, c'est figure it out. Donc vraiment surtout de la partie de se dire on est autonome dans la recherche des informations, on cherche avant de poser des questions ou ce genre de choses. Radical candor, que vraiment le feedback pour nous c'est quelque chose d'hyper important. Je pense qu'on en reparlera, mais on va en reparler. On essaye de pousser au maximum le feedback dans tous les sens, à tout le monde, de tout le monde, etc. On a give a shit, où là pour le coup on a encore une petite start-up. C'est vraiment pour pousser le sentiment de responsabilisation. C'est pas parce qu'on voit quelque chose qui est pas dans notre scope, qui fonctionne pas, qu'il faut le laisser de côté et se dire que quelqu'un d'autre s'en occupera, etc. Et Why So Serious, qui est assez aussi très présente dans notre culture. Dans le sens où on fait quelque chose de relativement sérieux. La rémunération, c'est un sujet qui n'est pas forcément toujours très fun, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut se prendre au sérieux. Donc, on essaye de faire ça dans une bonne ambiance et un environnement sympa. Je voyais notamment une vidéo de Virgile. Il est quoi ? Il est directeur ou PDG ? Oui, c'est ça, PDG. Fondateur, en fait. Oui. C'est le fondateur. Qui en effet une vidéo complètement en dérision où il se faisait passer pour un semi-dieu et tout le monde autour qui réagissait comme tel. C'est assez rigolo. Et du coup, en effet, l'impact de la communication là-dessus, la communication, c'est quelque chose qui est très important pour vous ? Oui, de manière générale, à différents niveaux. Là, en interne, on communique énormément dans la mesure où on est tous répartis un peu partout en Europe. On essaye au maximum de communiquer beaucoup et de communiquer aussi beaucoup par écrit. Parce que y a pas de discussion à la machine à café ou au bureau parce qu'on perdrait trop d'infos. Donc, on essaye de rendre ça efficace autant que possible. Et après, sur notre communication externe, effectivement, on a ce côté-là un peu second degré, décalé, qui est un peu dans l'ADN de l'entreprise, qui, encore une fois, n'empêche pas derrière d'avoir aussi de la communication plus sérieuse, où, quelque part, on essaye un peu vu qu'on essaye d'innover sur pas mal de sujets RH, on essaye aussi au maximum de communiquer sur nos expérimentations, ce qui marche pas. Si ça marche bien, de fournir au maximum du contenu open source, des templates que les gens puissent réutiliser, etc. Ah, c'est super, mais donc vous communiquez aussi vachement là-dessus. Est-ce que tu as des exemples comme ça d'innovations que vous avez mises en place et qui n'ont pas fonctionné pour diverses raisons ? Il y en a toujours, mais ça a moitié marché, mais je pense qu'une des principales, c'est qu'on a testé la semaine de 4 jours, il y a maintenant 1 an et demi. On a testé ça pendant 4 mois, après plein de discussions en interne, certains salariés qui nous ont suggéré fortement de tester et qu'on a écouté. Et en fait, au bout de 4 mois, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas pour tout le monde. En fait, on avait un peu un truc à 2 vitesses où il y a certaines équipes qui arrivaient très bien à le mettre en place et d'autres qui étaient complètement sous l'eau et qui n'arrivaient pas à s'organiser. Du coup, on a plutôt que de repartir complètement en arrière, on a décidé de mettre en place la quinzaine de 9 jours.
où donc une semaine sur deux, les gens peuvent prendre soit leur mercredi, soit leur vendredi. Et juste pendant le mois d'août, on a gardé la semaine de 4 jours toutes les semaines, puisqu'on sait que le rythme est un peu plus tranquille. On a testé, ça n'a pas vraiment marché, on a adapté, on va dire. Ouais. Non, mais en fait, c'est ça qui est génial. C'est ce que dit. On a interviewé, j'ai interviewé dans ce podcast Laurent de la Clergerie de LDLC, qui, je ne sais pas si c'est le premier à l'avoir mis en place en France, mais en tout cas, c'est celui qui le défend corps et âme. Et pour le coup, lui, c'est ce qu'il dit. C'est qu'en fait, ça doit s'adapter aussi à chaque entreprise, quoi. Ouais. Donc, c'est au final un petit peu ça ce que vous avez fait. Donc, c'est toutes les 2 semaines, ils peuvent poser une journée. C'est ça. Okay. Et au final, on va vraiment pendant les 4 mois de test, on a demandé un maximum de retours à tout le monde. Toutes les semaines, ils avaient un petit formulaire à remplir sur comment s'était passé la semaine précédente, etc. On avait trop de décalage en fait entre les équipes. Aussi, il faut le reconnaître, une baisse de productivité parce que même si on s'organise un peu différemment, le résultat est qu'il y a quand même une journée en moins. Donc, il faut être honnête, c'est difficile de garder exactement la même productivité. Et au final, je pense qu'on a trouvé un bon compromis parce qu'avec la quinzaine de 9 jours, ça marche plutôt bien. Tout le monde, c'est le mercredi ou le vendredi, comme ça, il y a un minimum de synchronisation, mais un peu de flexibilité. Et ça nous a aussi poussé à optimiser un peu notre méthode de travail, donc encore plus d'écrit que ce qu'on avait déjà. Parce que le mercredi, ceux qui sont pas là, ils ont besoin de savoir ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient pas là, et inversement pour le vendredi. Voilà, on pousse au maximum. On a un Notion qui est très très bien rempli, un Slack qui est très très actif, mais au moins on retrouve ce qui a été dit. Oui, c'est ça, parce que Slack, alors nous aussi, on utilise Slack chez Natif. Le souci, c'est justement quand on rate une journée, si c'est très très actif, c'est difficile de remonter tout le fil de la conversation pour savoir où on en est. Ouais, Comment vous faites du coup? On a essayé de mettre un peu des règles en place, on va dire, qui sont plus ou moins bien respectées, mais c'est de se dire que déjà on a beaucoup de channels, mais vraiment par sujet. Donc chaque projet a un channel dédié, chaque équipe, etc. On essaye au maximum de taguer vraiment, de pointer vraiment les personnes qui sont spécifiquement attendues sur une discussion. Plutôt que de mettre un grand message à tout le monde, on sait que c'est telle et telle personne qui sont impliquées, donc ça évite d'avoir à tout dire. On va dire peut-être que les messages où on est particulièrement appelé. Et après, c'est juste de temps en temps aussi de faire un peu de la police pour rappeler que tel ou tel sujet, il devrait pas être là, etc. Chacun prend la responsabilité sur ces choses-là, donc c'est plutôt pas mal. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres innovations comme ça que vous avez essayé de mettre en place qui n'ont pas forcément bien pris ? Par rapport au télétravail, travail à distance, on a essayé, ça doit faire 1 an maintenant, je pense, de mettre en place un espèce de bureau virtuel. Parce que les gens trouvaient, ils étaient contents d'un côté d'être en télétravail, mais il leur manquait l'interaction du bureau. Et il y a pas mal de sites qui ont développé ça. Je me souviens plus comment s'appelait celui qu'on avait utilisé, mais donc en gros, ça créait un petit bureau. Chacun avait son petit avatar et se déplaçait dans le bureau et pouvait aller parler à ses collègues. Et dès que les 2 avatars se rapprochent, ça ouvre une discussion. Ce qui était en soi rigolo, je pense que pendant 1 ou 2 semaines, ça a bien fait marrer tout le monde. Il y avait une petite salle où on pouvait faire du kart, voilà. Enfin, il y avait un côté un peu ludique. Ça me fait penser à, c'était quoi ? C'était Abo Hotel, Hebdo Hotel. Je ne sais plus. Il y avait un jeu comme ça où on se baladait en ligne dans des pièces et puis on allait parler aux gens. C'était marrant. Oui, c'est un petit Sims un peu. Voilà. Oui, c'est ça. Et en fait, au bout d'1 semaine, déjà, on voyait qu'il y avait moins de monde qui se connectait. Au bout de 2-3 semaines, au bout d'un mois, on a arrêté parce que vraiment, il y avait... Malheureusement, il y a quelques personnes qui aimaient bien et qui continuaient à y aller, mais c'était trop limité. Et on s'est rendu compte que ça remplace pas vraiment le bureau et qu'on trouverait d'autres choses pour rassembler les gens, quoi. Pour toi, est-ce que c'est important d'essayer d'innover dans les RH ? Oui, autant que possible. Je trouve que c'est un sujet qui, mine de rien, et même s'il y a plein de choses qui sont un peu immuables, qui sont là en place depuis très longtemps, le droit du travail, c'est ce qu'il est, etc. Mais ça n'empêche pas qu'il faut qu'on s'adapte aux personnes avec qui on travaille, que les gens évoluent, qu'ils ont des attentes différentes, etc. Donc, autant que possible, faut qu'on fasse évoluer aussi nos pratiques, quoi. Donc, et je pense que c'est pas parce que c'est un sujet qui, justement, est très cadré légalement qu'on peut pas innover et qu'on peut pas tester de nouvelles choses, quoi. Il faut juste le faire de manière prudente. Oui, et en même temps, l'épisode juste avant, on a interviewé, du coup, Ludo Dujardin de Petit Bambou, et il disait « Soyez imprudents ».
Parce que justement, la prudence nous limite tellement, alors que l'imprudence nous amène à innover, essayer. Et puis, en fait, on le voit là, parfois se tromper, puis on arrête, et puis c'est tout. Parfois, adapter aussi. Ouais. Et c'est hyper important, quoi. Après, quand je dis de manière prudente, je pense que c'est juste qu'on a malgré tout un cadre légal qui est contraignant et qui est ce qu'il est. Typiquement, tu vois, en repartant sur la semaine de 4 jours, quand on a lancé le test, on a bien expliqué que c'était un test, que peut-être on repartirait à l'organisation du temps de travail précédente, et que les gens soient aussi prêts à ça, quoi, parce que mine de rien, c'est des choses qui sont importantes, qu'on parle du temps de travail, qu'on parle de la rémunération. On peut pas s'amuser à tester des choses sur la rémunération des gens. Quelque part, c'est quand même important, c'est hyper émotionnel, ça a des impacts personnels divers pour chacun. Donc, il y a des choses où on peut être un peu impulsif, d'autres où il faut quand même un minimum de 4 heures. Ouais, c'est vrai. Pour revenir sur les 4 valeurs, du coup, on a eu donc figure it out, give a shit, why so serious. C'est marrant parce que en fait, c'est aussi dans le vocabulaire qui est choisi. On le voit, give a shit. Ça fait tellement vocabulaire de start-up. Non, mais c'est marrant. Et justement, est-ce que ça convient à tout le monde ? Est-ce qu'il y en a pour qui c'est un peu, qui sont un peu plus peut-être brutes de décoffrage sur ce genre de vocabulaire ? Non, je pense que le vocabulaire globalement convient bien à tout le monde. Après, en plus, quelque part, si ça convient pas, je pense qu'on le voit assez vite. Et si la personne ne correspond pas vraiment à notre culture, à nos valeurs, ça marchera pas. C'est un sujet sur lequel on fait pas trop de compromis, je pense, ou en tout cas, on essaye de pas en faire trop. Parce que on est une petite équipe et je pense que s'il n'y a pas de cohésion sur ces sujets-là, ça ne marche pas. Donc oui, c'est très start-up, on est d'accord. Je pense qu'on n'est clairement pas les seuls d'ailleurs à avoir give a shit en valeur. Mais ouais, on ne fait pas beaucoup de compromis. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est une équipe qui adhère bien. Ouais. Et ça, du coup, ça se règle dès le recrutement, en fait. Ouais, c'est ça ? Dès le recrutement. Nous, on a la fin de tous nos process de recrutement, c'est 2 entretiens de 30 minutes qui sont des entretiens du coup de cultural fit. C'est avec des personnes qui ne sont pas du tout dans l'équipe de la personne qu'on recrute. Donc, si on recrute un commercial, ça peut être quelqu'un à la tech et quelqu'un en marketing, par exemple. Et chaque personne est responsable de tester, entre guillemets, 2 valeurs. Et si à l'issue de ces entretiens, les personnes qui font passer l'entretien ne sont pas à l'aise, on va dire, ou ne se verraient pas travailler avec la personne, ça pèse vraiment dans la balance, quoi. C'est pas juste comme ça pour voir si on s'entend bien. On a déjà dit non à des personnes qui étaient nickel sur la partie compétences métiers, mais qui n'étaient pas du tout alignées avec les valeurs, quoi. Ah ouais, ça c'est quelque chose qui revient au final assez souvent, cette nécessité de... en fait, aujourd'hui, dans le recrutement, on a les soft skills aussi qui sont essentiels. Ouais. Et du coup, s'adapter en effet aux valeurs. On parlait aussi du coup de radical candor. Alors, radical candor, c'est un concept qui vient de Kim Scott. Tout à fait. Qui est une femme. J'ai fait l'erreur tout à l'heure. On le dit, je suis transparente. C'est très honnête de le mentionner, je n'aurais rien dit. Merci. Et en fait, Kim Scott, elle disait, donc une petite phrase que je vais vous lire, parfois nous sommes tellement soucieux de ne pas blesser les sentiments de quelqu'un que nous nous retrouvons dans ce que j'appelle une empathie ruineuse. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire et comment est-ce que cette manière de penser, cette philosophie a eu aussi un impact du coup vous sur votre quotidien ? Ouais, tout à fait. En gros, Kim Scott, elle définit le feedback avec 2 axes qui sont alors, je vais essayer de la faire en français. Le fait de donner le feedback de manière directe et le fait d'être bienveillant. Typiquement, l'empathie ruineuse, c'est un feedback qui n'est pas direct mais qui est très bienveillant. Donc, je vais éviter de dire quelque chose à la personne pour ne pas la blesser, pour ne pas lui faire du mal. Mais au final, ne pas lui donner le feedback, ne pas lui dire ce que j'allais dire, finalement, ça va plutôt l'impacter négativement parce que elle va pas pouvoir s'améliorer. Et donc, en gros, avec ces 2 axes-là, on se retrouve avec 4 cadrans. Et le feedback optimal, on va dire, c'est le feedback qui sera direct. Donc, où on donnera l'information rapidement à la personne de manière sans détour, sans en faire des tonnes ou sans être trop violent, on va dire. Et qui sera également bienveillant. Donc, on donne le feedback pour l'aider à s'améliorer, pour le faire évoluer, ou la faire évoluer, etc. Donc, nous, on essaye de pousser ça au maximum. Dans le sens où globalement on essaie d'être aussi direct que possible, à se dire il n'y a pas besoin de prendre des pincettes, t'as quelque chose à le dire, dis-le, peu importe si c'est à Virgile qui est CEO ou à ton collègue ou à ton manager,
on le prendra pas mal, mais par contre, donne ce feedback-là de manière constructive. Donc, voilà, encore une fois, pour aider la personne avec du contexte, avec des faits, avec expliquer pourquoi ça n'a pas bien marché, si ça n'a pas bien marché, etc. D'accord, mais ça, justement, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas facile, au final, de faire des feedbacks. Non. Vous faites comment pour apprendre aux gens à faire des retours? C'est un vaste programme. Déjà, ça vient aussi un peu avec le cadre qu'on peut y mettre. Donc, évidemment, si j'avais juste dit aux gens, faites-vous du feedback, je pense qu'il ne se serait rien passé. Donc, on a des moments déjà qui sont dédiés à ça, notamment pendant les revues de performance où on fait des feedbacks à 360. Donc là, on a 2 fois dans l'année des moments dédiés pour ça. On a aussi un outil qui nous permet à n'importe quel moment de l'année de demander ou de donner du feedback à la personne de manière un peu structurée. Ça, c'est plus pour le cadre qu'on va donner. Et après, sinon, c'est plus de soit donner des exemples. Donc régulièrement, par exemple, après les revues de performance, en général, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de prendre 1 ou 2 feedbacks qui a été particulièrement bien fait, de l'anonymiser évidemment, et de le montrer aux gens, de dire, machin a donné tel feedback, on ne sait pas à qui, peu importe. Regardez la structure, c'est super détaillé, c'est bien écrit, c'est utile, etc. Et la dernière étape qu'on a fait il y a quelques mois, c'est de faire aussi des ateliers pour expliquer, et des jeux de rôle pour que les gens se mettent un peu en situation. Donc voilà, de donner du contexte, de donner des outils en disant à quoi est-ce qu'il faut que vous pensiez avant, etc. Puis après de leur dire voilà, tu es telle personne imaginaire qui donne du feedback à telle autre personne imaginaire. Tu dois lui dire que son travail n'était pas terrible pour X ou Y raison. Vas-y, donne-lui du feedback. Et donc finalement, on a fait ces petits jeux de rôle pendant des ateliers, pendant qu'on était en séminaire. Et ça a aidé pas mal les gens à se rendre compte aussi des biais qu'on peut avoir, du fait qu'on tourne un peu trop autour du pot, qu'on n'est pas assez direct, etc. Complètement. Et du coup, tout le monde peut faire des feedbacks à tout le monde. Donc, c'est vraiment... tu disais à Virgile, on peut très bien lui dire j'ai pas aimé telle façon de faire parce que X et Y raison. Quoi. Ouais, a priori, il aime bien. Au contraire, justement. Non, mais c'est vrai, finalement, c'est comme ça qu'on grandit, quoi. Donc, finalement, si tout le monde te dit en permanence c'est génial ce que tu fais, c'est parfait, alors que c'est pas vrai, tu t'amélioreras pas. Oui, mais au-delà de ça, et c'est ce que tu disais, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner aussi. Je me souviens, c'est à la fin de l'interview avec Alan, j'ai interviewé Juliette Rimbaud, et en fait, à la fin, une fois qu'on a terminé l'enregistrement, elle me dit, du coup, au sujet des feedbacks, est-ce que tu peux me faire un retour sur ma qualité d'interviewée? Ouais. Et en fait, moi, j'ai pas du tout l'habitude, je suis pas du tout formée pour ça. Ouais. Et ça m'a vraiment prise au dépourvu. Et je crois que j'ai été incapable de lui faire un feedback à chaud comme ça. Je trouve ça tellement difficile. C'est vraiment un challenge, quoi. En plus, là, du coup, chez Alan, c'est un peu eux, pour le coup, c'est des champions du feedback, quoi. Donc, tu t'attaquais à quelqu'un de difficile. Oui, oui, c'est clair. Exactement. Mais j'ai pas eu le réflexe, mais j'aurais dû lui demander, et moi, alors? C'est vrai. Mais un petit feedback pour moi. Je suis sûre qu'elle aurait trouvé des choses. C'est sûr. Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant parce qu'en effet, c'est quelque chose, je pense, qui peut... On en parlait déjà tout à l'heure avec les sujets de la rémunération, la transparence, mais le feedback, c'est quelque chose qui va avoir ensuite un impact sur les quotidiens, quoi. Ouais, réussir clairement à faire un retour à quelqu'un sans le brusquer et en même temps que ce soit constructif. Ouais. Réussir à recevoir un retour aussi, ça aussi, ça s'apprend. Ça aussi, ça s'apprend. Et c'est aussi quelque part, dès le départ, de s'ancrer qu'on ne parle pas que de feedback négatif aussi, il y a des feedbacks positifs et qui sont hyper utiles. Justement, quand on dit à quelqu'un qu'il a fait quelque chose de très bien, c'est aussi important de l'expliquer pourquoi. Parce que derrière, vraiment, il peut le reproduire, etc. Donc, en fait, je pense qu'à partir du moment où ça devient un peu plus naturel, que c'est pas une sanction, en fait, ça se fait bien et ça profite à tout le monde. Et du coup, ces feedbacks, ils se font à l'oral ou aussi à l'écrit ? Alors, il y a un peu des deux, j'espère. À l'oral, évidemment, je peux pas les suivre, mais il y a une bonne partie qui se fait à l'écrit, évidemment. Mais je pense que oui, il y a quand même aussi du feedback plus direct dans une même équipe ou entre manager et manager, etc. On arrive à la fin de cet épisode. J'ai encore une question. Oui. Est-ce que vous avez d'autres innovations comme ça qui sont en chantier ou des choses, toi, qui t'intéressent et que tu aimerais bien tester un jour chez Figures? On n'a pas forcément grand-chose là en chantier aujourd'hui. Par contre, en restant sur ce sujet du feedback, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue éternellement et j'ai toujours pas trouvé la réponse. C'est finalement, on reste quand même sur un mode où les feedbacks sont très centrés sur des moments d'évaluation. Même si on le pousse le reste de l'année, c'est ce moment-là où on s'y attelle le plus.
Et il y a un peu cette notion de feedback continu qui est mentionnée par plein de gens à plein d'endroits, mais que personnellement, j'ai jamais vraiment vu fonctionner de manière efficace. Et du coup, je sais pas encore comment il faudrait mettre en place un système d'évaluation ou de feedback, en tout cas surtout de feedback continu, qui fasse qu'on n'ait pas besoin 2 fois dans l'année de dire aux gens « Allez, c'est le moment des évaluations, ça va être pénible, pendant 1 mois, tout le monde va râler, mais ce sera utile. » Donc voilà, du coup, de se dire comment on fait pour que tout le monde, ça devienne hyper naturel pour tout le monde de donner du feedback. J'ai fini un projet, je vais donner du feedback. J'ai fait cette réunion, je vais donner un feedback. Et ça, ouais, pour le coup, je pense que ce sera bien quand on aura trouvé comment ça fonctionne, mais j'ai pas vu fonctionner encore. Ça me fait penser à un épisode de Black Mirror, pour le coup, si on veut prendre le mauvais côté de la chose, entre guillemets, où au final, tout le monde est noté tout le temps. Oui. Mais du coup, je réfléchis en parlant, mais je me dis d'où l'importance de pas juste mettre une note, mais vraiment d'aller expliciter le feedback. Ouais, faut pas que ça tombe dans le jugement permanent, effectivement. Ouais. On est du coup à la fin de notre épisode, mais comme à toute fin d'épisode, je demande à mon invité de nous partager une citation, une devise, quelque chose qui l'inspire. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager aujourd'hui ? J'ai quelque chose que j'ai trouvé un peu à la dernière minute, on le sait toutes les deux. En toute transparence. Exactement, continuons à être transparents. C'est Steve Jobs qui a dit que ce que tu décides de ne pas faire est tout aussi important que ce que tu décides de faire. Je pense que ça résonne pas mal, mine de rien, avec ce dont on a parlé sur les innovations ratées et les adaptations qu'on a pu avoir. Mais au final, je pense que même si on teste quelque chose, que ça marche pas et qu'on retourne en arrière ou qu'on fait autre chose, l'important dans tout ça, c'est que quelle que soit la décision ou la non-décision qui est prise, c'est de l'expliquer. Et d'être encore une fois transparent sur qu'est-ce qui a fait qu'on a décidé de prendre ou pas cette décision, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné ou pas. Donc voilà, sur la partie communication et transparence, je pense que on peut trouver beaucoup d'exemples. Chez Figures aujourd'hui, du coup, ça me fait penser à ça, mais dans votre plan de développement, est-ce que vous imaginez être, je sais pas, 200 dans peut-être 1 ou 2 ans ? Et à ce moment-là, est-ce que vous pensez déjà à une manière de cadrer ou transmettre cette culture d'entreprise, gérer cette culture d'entreprise quand on est beaucoup plus ? Alors, on n'a pas forcément une projection d'hypercroissance, en tout cas pas aussi rapide, mais on continue de grandir. Pour moi, c'est un sujet la culture d'entreprise qui est en constante évolution et qu'il faut en permanence suivre, évaluer et changer. Typiquement, on a parlé de nos 4 valeurs. Au départ, on avait ces 4 valeurs-là, mais aujourd'hui, on a rajouté des operating principles par-dessus, en se disant nos valeurs, elles sont bien, mais elles sont pas suffisantes, elles sont pas assez illustrées, il faut plus de détails. Donc voilà, c'est des choses qui ont été rajoutées au bout de 2 ans et demi d'existence de l'entreprise, et probablement que dans 1 an, on rajoutera ou on changera quelque chose. Donc on demande régulièrement aux gens ce qu'ils en pensent. S'ils trouvent qu'on est toujours aligné avec nos valeurs, s'ils trouvent que ça représente toujours l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire, comment ils définissent notre culture, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Aux gens, tu dis les collaborateurs ou même les clients ? Aux collaborateurs essentiellement. On s'est posé la question de demander aux clients, mais on s'est dit que ce serait quand même assez difficile pour eux de savoir typiquement, parce que nos valeurs, elles sont quand même beaucoup tournées vers les comportements en interne. Ce serait assez difficile pour eux, par exemple, d'illustrer est-ce qu'on give a shit réellement. Ou Why So Serious, ils pourraient, parce qu'avec notre communication, je pense que ça se voit, mais ils auraient sûrement pas les mêmes attentes que nous en interne. Ouais, c'est clair, complètement. Ok, merci beaucoup pour cet échange, c'est hyper intéressant. Merci à toi. Moi, je retiens la quinzaine de 9 jours. Non, je trouve ça vraiment, c'est hyper évocateur, je trouve, de dire, voilà, on essaie quelque chose, on voit un petit peu comment ça prend, et puis on l'adapte à notre culture, à nos métiers aussi, parce qu'à un moment, on fait aussi des métiers qui sont différents de fait. Et voilà, donc c'était un échange très très intéressant. Merci beaucoup Agnès, et puis à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu ? Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif ? Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr.